La Lune, 384 400 km nous sépare. Elle gravite autour de nous à près de 1000 km/s, avec une masse de 73 520 milliards de tonnes, ce qui représente à peine 1,23% de celle de la Terre. C'est sans doute l'astre qu'on connaît le mieux, je veux dire, en dehors de la Terre bien entendu. Et c'est le seul endroit de l'univers où l'homme a voyagé, avec 12 personnes qui ont mis les pieds sur 6 missions distinctes, et ils ont ramené quelques petits souvenirs. J'imagine que vous vous dites qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant à découvrir la concernant. Surtout depuis qu'on sait qu'elle est totalement morte. À part bien entendu qu'elle est le terrain de nombreuses convoitises pour le futur, potentiellement pleines de ressources que l'on pourrait utiliser. Mais franchement, c'est la Lune. C'est juste un gros caillou qui orbite autour de la Terre. En réalité, bien que nos théories s'affinent avec le temps, à ce jour, il n'existe aucune certitude et aucune théorie qui ne présente pas une faille quant à sa formation. Nous ne sommes toujours pas vraiment sûrs de comment la Terre a pu hériter d'un satellite aussi gros par rapport à sa propre dimension et à sa masse. Mais ça n'est pas tant ça qui préoccupe. À la limite, on a des idées pour expliquer son orbite et sa formation. Mais aucun scénario ne correspond vraiment avec sa composition. Et ça, c'est quand même un gros problème. Car ça pourrait vouloir dire qu'on se trompe complètement. Pourtant, depuis l'aube des temps, nous avons levé les yeux au ciel vers cet astre, qui est à la fois si proche qu'il nous semble qu'on pourrait le toucher, et à la fois si inaccessible. Tantôt présente, quelquefois absente, de jour comme de nuit, changeante, et pourtant rythmant les saisons, les marées, le cycle de la vie. Ayant la puissance d'éclipser le soleil, ne serait-ce même que pour un instant, la Lune fascine. Il n'y a pas grand-chose qui a capturé autant l'imaginaire collectif que la Lune. On lui a attribué de nombreuses propriétés naturelles ou surnaturelles. Aussi bien déesse de la fertilité, favorisant les naissances, son cycle étant étrangement proche de celui de la femme, que tentatrice, libérant nos instincts les plus primaires et nous poussant à commettre les pires méfaits. On la croyait absolument parfaite. Bien des peuples l'ont considérée comme une divinité. Et Galilée, une fois sa lunette mise au point, l'a tournée vers le ciel. Et elle a été le premier objet céleste qu'il a observé. Elle est même bien plus que ça, car sans elle, il y a de grandes chances que nous ne serions pas là, nous non plus. Alors, partons ensemble redécouvrir notre satellite, car la Lune garde encore aujourd'hui beaucoup de mystères. La toute première théorie scientifique enregistrée par l'histoire a été élaborée en 1873 par un astronome français, Édouard Roche. Il supposa que la Lune avait été formée en même temps que la Terre, comme un système binaire, à partir du même disque d'accrétion du système solaire, donc avec les mêmes matériaux. C'est l'hypothèse de l'accrétion, mais elle n'explique pas son orbite et surtout la vitesse avec laquelle la Lune se déplace autour de la Terre. Quelque temps plus tard, le fils de Charles Darwin, George, avait bien entendu son avis sur la question. Selon sa théorie, en 1879, la Terre à ses débuts aurait été en rotation de manière si rapide qu'une partie de sa masse aurait été expulsée et elle se serait stabilisée autour de la Terre formant la Lune. Cette solution est restée populaire pendant près de 80 ans. Elle a même été reprise par un géologue autrichien suggérant que l'océan Pacifique a été créé par ce morceau expulsé et que le résultat aurait pu expliquer la dérive des continents. Bien entendu, ces théories ont perdu de leur crédibilité avec le programme Apollo et la datation des fonds marins à 200 millions d'années, en comparaison de la Lune qui, elle, est vraiment beaucoup plus ancienne. De plus, la constitution de la Lune rappelle le manteau planétaire tel qu'il était au Précambrien, qui a commencé il y a 4,6 milliards d'années, ce qui est proche de l'âge estimé de la Lune, qui est de 4,53 milliards d'années. De plus, ça n'explique pas pourquoi il y a une aussi grande différence de volume entre le noyau de la Terre et celui de la Lune, qui est de l'ordre de 25 à 50% du rayon. Jusqu'au début des années 80, une théorie qui était très populaire était que la Terre avait été en mesure de capturer la Lune. Cette théorie avait comme avantage de pouvoir expliquer quelques particularités du couple Terre-Lune, comme par exemple son orbite autour de la Terre, le verrouillage par effet de marée et sa taille si singulière. Et une variation de cette théorie pouvait même expliquer quelques particularités supplémentaires. On l'appelle la capture avec un donateur commun. Cette variation donne une explication concernant le fait que la croûte terrestre et celle de la Lune sont très similaires. Et dans le rôle du donateur potentiel, nous avons Mercure, car l'analyse des roches de la Terre et celles de la Lune, telles que les chondrites en statite, qui sont les météorites les plus primitives, sont similaires à celles que l'on pense être à l'origine de Mercure. On sait que les minéraux de la surface de la Terre et ceux de la Lune ont été formés grâce à des pressions extrêmement élevées, semblables à celles que l'on peut retrouver à l'intérieur d'une autre planète. Mercure, dont le noyau représente 85% du rayon, a perdu une très grande partie de son manteau rocheux. Il pourrait donc être à l'origine de la formation de la Terre et de la Lune. Dans cette théorie, elle se serait formée proche du centre du système solaire, et c'est Vénus qui aurait pu les dévier par assistance gravitationnelle. Mais cette théorie se heurte à une problématique.
Dans ce scénario, la Lune aurait dû vraisemblablement finir par entrer en collision avec la Terre. La seule option qui aurait pu contribuer à ce que ça n'arrive pas, c'est que la Terre à ses débuts ait eu une atmosphère si épaisse qu'elle ait progressivement freiné la Lune jusqu'à ce qu'une sorte d'équilibre se mette en place et que l'orbite de la Lune autour de la Terre se stabilise. Ce qui est plus qu'improbable. Maintenant, nous allons voir ensemble que les anciennes théories ont parfois la vie dure et que certaines de leurs variations plus modernes sont pour le moins originales. Il n'y a pas si longtemps, en 2010, deux scientifiques néerlandais, Rob Meger et Wim van Westranen, ont suggéré que sous la force centrifuge, les éléments lourds se seraient accumulés entre le noyau externe et le manteau de la Terre, au niveau du plan équatorial. En l'occurrence de l'uranium, du radium et du thorium. Vous voyez ce genre de choses? Et que la concentration en éléments radioactifs serait devenue tellement importante qu'elle en devint instable et entraîna une réaction en chaîne supercritique conclue par une explosion nucléaire, éjectant ainsi en orbite les éléments qui ont formé la Lune. Vous voyez qu'on a vraiment été créatif et que l'on a exploré quand même pas mal de possibilités jusque-là. Il existe aussi des idées moins développées qui envisagent des solutions à la problématique que représente la formation de la Lune. Une option envisagée en 2011 était qu'en fin de compte, la Terre aurait pu avoir plusieurs satellites, ici en l'occurrence 2, la protolune et sa sœur. Et avec le temps, il y a environ 1 milliard d'années, elles seraient entrées en collision et auraient donc fini par ne former qu'une, la Lune que nous connaissons aujourd'hui. Par la suite, en 2013, il a été émis l'hypothèse que la Terre ait pu voler sa Lune à Vénus. Mais aucune étude sérieuse n'est vraiment allée dans ce sens. À ce jour, l'hypothèse qui met le plus de monde d'accord est née d'un consensus quelque peu forcé. Car les organisateurs de la conférence sur l'origine de la Lune, qui se tenait à Hawaï en octobre 1984, avaient 18 mois auparavant menacé très sérieusement leurs intervenants, en disant « Vous avez 18 mois, retournez à vos données d'Apollo, retournez à vos petits ordinateurs, faites ce que vous avez à faire, mais décidez-vous. Ne venez à notre conférence que si vous avez quelque chose à dire sur la naissance de la Lune. » Et au final, on ne peut pas trop leur en vouloir, car ça a marché. En est ressortie l'hypothèse de l'impact géant, et à ce jour, elle reste la théorie la plus probable pour expliquer le tandem si atypique Terre-Lune, même si nous verrons qu'elle ne résout malheureusement pas tous les problèmes. Elle reste une solution élégante. Selon elle, une prototerre d'une taille équivalente à celle d'aujourd'hui et un autre corps céleste, du joli nom de Théa, dont le diamètre était la moitié de celui de la Terre et dont la densité était bien inférieure, avec une masse 10 fois plus petite, serait entrée en collision. Je vous laisse imaginer la violence absolument incommensurable d'un tel impact. Certaines parties de la Terre seraient montées à des températures de 10 000 degrés Celsius. L'énergie dégagée vaporisant des milliards de tonnes de matériaux, fondant et éjectant une quantité incommensurable de matière. L'impact aurait laissé une Terre déformée et asymétrique, entourée d'un disque de débris composé de la croûte et du manteau terrestre, ainsi que d'une partie de son agresseur, Théa. C'est prodigieux que la Terre ait survécu à un tel choc quand on y pense. L'anneau de débris orbitant la Terre meurtrie aurait rapidement commencé à former notre satellite. La réaccrétion n'aurait duré qu'une centaine d'années, créant un océan de magma de 500 km de profondeur, pouvant même par endroits aller jusqu'à 1767 km, recouvrant une grande partie de la surface de la Lune. La Terre de son côté aurait récupéré une majeure partie du noyau de fer qui composait Théa, et sous le choc, elle se serait inclinée de 23,5 degrés, ce qui a créé les saisons. La Lune, à ce moment-là, est 10 fois plus près qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle se stabilise du côté où la Terre est la plus massive, et sous l'effet des forces de marée, la Lune commence à accélérer et donc à s'éloigner petit à petit. Elle finira par être en rotation synchrone avec la Terre, ne lui présentant jamais que la même face. Et à son tour, elle stabilise la rotation de la Terre. Durant son processus d'éloignement, elle aurait pu nettoyer son orbite, s'approprier au passage tous les petits satellites que la Terre aurait pu posséder avant ce cataclysme. Si jamais ces satellites existaient bien et qu'ils avaient une composition identique à celle de la Terre, ça pourrait expliquer les résultats d'analyse d'échantillons lunaires. Mais à ce jour, rien n'est encore sûr. Cette théorie solutionne beaucoup des problèmes qui sont censés expliquer le duo Terre-Lune. Néanmoins, il reste des incohérences, qui font que soit certaines choses ne sont pas comprises sur ce genre de processus, soit il nous manque encore des détails à régler, ou en fin de compte on se trompe complètement. Il se trouve que toutes les analyses des échantillons de Lune ramenés sur Terre concluent que les matériaux constituant la Lune sont quasiment identiques à ceux de la Terre. Étrangement identiques. Il semblerait que de cet impact, la Lune ne garde quasiment rien de Théa. Ensuite, la composition de l'eau de magma lunaire est identique à celle de la Terre, donc elle n'a pas pu se former loin ou être formée à partir d'un corps qui s'est formé loin de la Terre. Et de nombreuses autres comparaisons de la composition de la Terre et de la Lune vont dans ce sens. Pour tenter de répondre à ces questions qui sont restées en suspens, des modèles dérivés de celui-ci ont été élaborés.
comme celui de la fusion de deux planètes d'une taille équivalente à 5 fois celle de Mars, dont l'impact aurait détruit intégralement les deux corps, laissant un disque de débris qui par la suite a formé la Terre et la Lune. Si ça résout le problème de la composition, d'autres incohérences en découlent, à mon avis, comme la différence d'âge importante entre la Lune et la Terre. La prochaine hypothèse est à la fois plus récente et beaucoup plus compliquée. Elle a été formulée en 2018 par l'Université de Californie en partenariat avec l'Université de Harvard. Elle met en lumière que Théa, en impactant une Terre en cours de formation, d'une taille plus petite, ça aurait pu mener à des conditions très spéciales qu'on appelle une synestie. Autrement dit, suite à l'impact de deux corps en rotation, un nuage de gaz de forme torique peut se former, un peu comme un donut. Il est constitué du mélange de roches et de métaux vaporisés des deux planètes. La Lune serait née de l'accrétion des corps lourds et rocheux, et au fur et à mesure du refroidissement et du ralentissement du nuage, les éléments volatiles seraient retombés sur Terre. D'autres tentatives d'explication sont nées de simulations informatiques, où on a joué avec différents paramètres, comme par exemple la vitesse ou le sens de rotation de l'impacteur qui a probablement heurté la Terre pour former la Lune. Je vous mets le lien dans la description. Mais même les simulations les plus avancées ne pointent toujours pas aujourd'hui sur la solution qui résulte de manière sûre à la formation de notre satellite. Car, à ce jour, quelques éléments restent en suspens et font douter des dernières théories qui sont avancées. Et en fin de compte, on pourrait ne pas si bien connaître notre satellite que ça. Les connaissances d'aujourd'hui sont peut-être nos erreurs de demain. On parle souvent de sciences exactes. Mais est-ce qu'il y en a vraiment des sciences exactes? Aucune théorie actuelle n'explique vraiment à la fois la configuration du couple Terre-Lune, la vitesse, l'orbite, l'inclinaison, et à la fois leur composition respective, qui sont beaucoup trop similaires, comme celle des isotopes d'oxygène, qui est normalement unique à chaque corps céleste, ce qui devrait exclure normalement une collision avec un corps différent. Il y a une citation de Neil deGrasse Tyson que j'aime beaucoup, et qui je trouve illustre bien mes propos. Elle dit que plus la surface de nos connaissances grandit, plus le périmètre de notre ignorance augmente. Bien entendu, ça ne veut pas dire que tout est toujours remis en cause du jour au lendemain. Mais n'oublions pas qui nous sommes, car nous serons sans doute toujours en train d'apprendre de l'univers et de la vie. Et sur cette note, en 2020, des chercheurs du LRO, le satellite qui est en orbite autour de la Lune et qui nous a tant appris sur elle, dressaient une carte très précise de celle-ci. Ils ont pu conclure que la concentration en métaux de la Lune pourrait être bien plus importante que celle estimée jusque-là. D'autres chercheurs du centre aérospatial allemand, spécialisés en géophysique des planètes, avec de nouveaux modèles de calcul, auraient déterminé que la Lune serait en réalité plus jeune de 85 millions d'années, donc avec seulement 4,425 milliards d'années. Pour arriver à cette conclusion, ils ont calculé de manière plus précise le temps qu'il a fallu à la Terre pour que les océans de magma qui étaient à sa surface ne se solidifient, ce qu'ils ont ensuite transposé à la Lune. Et en comparant avec le résultat de la composition des échantillons de Lune, les estimations d'origine, qui étaient de 53 millions d'années, sont devenues 200 millions d'années. Ce qui voudrait dire aussi que la Lune aurait pu naître alors que la Terre avait fini de se former, contrairement aux estimations précédentes. En fin de compte, la manière la plus sûre et la plus simple d'obtenir des réponses pourrait être de retourner où nous n'avons pas mis les pieds depuis bien longtemps. Il y aura bientôt 50 ans. La mission Artemis, avec le retour de l'homme sur la Lune, une base lunaire et une station spatiale en orbite, sera sans doute la solution qui permettra d'obtenir des réponses au mystère de la formation de la Lune, qui à son tour pourrait nous révéler des indices qui nous permettront un jour de trouver des réponses à des questions encore bien plus existentielles. Dans quelques heures, SLS va sortir de son hangar pour la première fois. Et bien que très en retard, ça promet d'être un moment historique. Alors dites-moi, quelle est selon vous la théorie la plus crédible sur la formation de la Lune? Ou bien est-ce que vous avez d'autres théories qui pourraient l'expliquer? Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de la mission Artemis? Ou enfin, est-ce que vous avez d'autres questions sur notre satellite? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez apprécié ce que vous avez vu, je vous propose de vous abonner. Si jamais vous le souhaitez, rien ne peut m'aider plus que vous commentiez ou partagiez une de mes vidéos, ou bien que vous parliez de cette chaîne autour de vous. Je reviens tous les 15 jours avec un nouveau sujet. Si vous avez une question à laquelle vous voudriez une réponse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous, ou bien envoyez-moi un mail, ou encore joignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.